comme vous êtes connecté avec nous, je ne résiste pas à vous poser la question sur ce débat, sur cette interrogation autour de ces refus d'obtempérer auxquels vos collègues donc sont forcément confrontés de plus en plus régulièrement, Jean-Christophe Couvi. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai écouté avec attention Monsieur Lessy, qui effectivement, a récité le fondement même de la police et toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer. Alors nous, sur le terrain, effectivement, on est un peu plus dans l'action des fois, et on a ce discernement, mais de temps en temps, effectivement, voilà, on a envie d'être plus proactif et non pas trop pro-passif. C'est-à-dire que quand on voit un refus d'obtempérer, alors que normalement on a une certaine autorité, on devrait avoir une certaine autorité, et qu'on voit que justement on brave cette autorité, je comprends que mes collègues soient très frustrés et qu'à un moment donné, il faut pouvoir ravaler cette frustration et travailler avec tous les jours. Tous les jours, si vous voulez, il y a les refus d'obtempérer, mais il y a aussi cette espèce de duel à distance, où quand vous passez dans un quartier, dans un endroit, certaines personnes vous regardent mal, vous insultent, vous provoquent. Et faire le métier de policier tous les jours, remettre son uniforme tous les matins et d'aller au contact de ces gens-là, je peux vous dire qu'il faut être très maître de soi et faire du yoga quand on rentre à la maison. Voilà, donc on comprend très bien la lecture officielle, où il faut qu'on calme le jeu, parce qu'on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup en ce moment de demandes à être un peu plus viril, j'allais dire, dans les actions policières. Nous, à chaque fois, c'est ce qu'on dit, c'est quid de la responsabilité judiciaire derrière du policier. Voilà. On pourra mettre les chocs tactiques, on pourra mettre tout ce qu'on voudra, taper sur les refus d'obtempérer, même essayer peut-être de taper des véhicules pour les faire s'arrêter. À la fin, ça sera toujours la responsabilité du policier qui conduit, qui aura mis en péril effectivement la vie du chauffard ou du délinquant. Donc il y a la réalité du terrain, si je comprends bien, Jean-Christophe Couvi, qui n'est pas forcément la réalité qui peut nous être présentée, et vous demandez plus de moyens ? Plus de possibilités d'agir, d'interagir. Disons que les moyens, alors effectivement, on sait toujours j'allais dire, l'argument principal, on dit toujours il faut des moyens, des moyens, des moyens. Alors oui, il faut des moyens, c'est normal. On nous a donné d'ailleurs des moyens. Maintenant, je me pose la question, par exemple, les voitures toutes neuves, qu'on appelle les voitures Darmanin, vous savez, les grises avec les gyros de thon tout jolis. Bon, mais si tous les jours, on va casser les voitures parce qu'on va rentrer dans d'autres voitures ou dans des scooters, etc., je pense qu'à un moment donné, on va nous dire d'arrêter parce que ça va coûter plus cher que le résultat. Et qu'à un moment donné aussi, il y a le mur des réalités, c'est-à-dire qu'il y a le côté donc logistique police, c'est-à-dire que les voitures, une fois qu'elles sont cassées, elles rouleront plus, donc derrière on ne pourra plus faire d'intervention. Et de l'autre côté, j'allais dire la logistique aussi en face chez les délinquants, où on va avoir une pression de la magistrature, et ce qui est normal aussi, enfin je veux dire de l'opinion publique, et en disant mais attendez, vous allez tamponner des deux roues, par exemple, et vous avez causé la mort d'un gamin de 16 ans, 17 ans. Est-ce que vraiment la fin justifiait les moyens? Voilà, c'est ça la vraie question, le débat sociétal qu'il doit y avoir. Nous, policiers, encore une fois, on obéit, on est très légaliste. Si maintenant on a l'assurance juridique que derrière le policier ne craindra rien, effectivement, on va dire pourquoi pas. Maintenant, quand on voit par exemple les problèmes justement sur le refus d'obtempérer ou sur la légitime défense, où à la fin le policier doit s'expliquer tout seul à la barre, dans les assises, pourquoi on a tiré et pourquoi on n'a pas eu de discernement et pourquoi on n'a pas fait autrement, encore une fois, le policier, là, il sera tout seul. Il n'y aura pas de hiérarchie et il n'y aura pas l'État derrière lui. Il sera tout seul à s'expliquer. La CRS 8, donc à Colmar, avec peut-être un dispositif qui peut être élargi. Avez-vous le sentiment, Jean-Christophe Couvi, que c'est la solution, en tout cas qu'on emprunte la bonne voie pour reconquérir les quartiers, en quelque sorte, avec ce dispositif ? Alors la CRS 8, on va en parler. La CRS 8, c'est un objet de communication qui a été créé exactement pour marquer les esprits et dire voilà, on a un outil exceptionnel, spécialisé, avec 200 policiers qui sont H24 mobilisables et qu'au départ, on doit envoyer à 2 heures de Paris en 10 minutes. J'ai vu comme vous le mode opératoire. En 10 minutes, on est dans les véhicules. En moins de 2 heures, on se déplace. Bon, ça, c'est encore une fois le roman qu'on vend, j'allais dire, au public. Dans les faits, mes collègues, alors attention, je critique absolument pas mes collègues CRS de la CRS 8 parce que c'est vraiment des professionnels. Donc du coup, ils sont 100 puisque les autres se reposent la semaine d'après. Donc ils sont une centaine. Effectivement, ils ont été créés pour être utilisés en maintien de l'ordre de haute intensité. Et systématiquement, on les envoie après la bataille. Donc quand ils arrivent, comme là par exemple, ils arrivent à Colmar.
c'est pas aujourd'hui qu'ils doivent arriver. C'était hier, vous voyez, ou avant-hier, quand vraiment on sentait que ça allait vraiment, il y avait une intensité et des émeutes urbaines. Donc en fait, on joue un peu sur les mots. Il y a 60 CRS en France, avec autant de fonctionnaires qui sont formés pareil et qui sont prêts à se déployer sur tous les territoires de la République. Et donc, du coup, on a créé cette petite compagnie de communication. Moi, ce qui est dérangeant après, c'est qu'effectivement, sur les CRS, tout le monde fait le même boulot. Et il faut les utiliser justement pour les projeter dans les quartiers, pour pacifier le quartier. Le meilleur exemple, là, c'est la Guillotière. C'est-à-dire qu'on a envoyé une compagnie de CRS qui, et d'ailleurs, comme le ministre a dit, c'était à demeure. Donc à demeure, c'est juste pendant 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, le temps nécessaire pour venir pacifier, quadriller, supporter et aider nos collègues du quotidien à reprendre les territoires. Voilà. Donc la guerre, en fait, elle ne sera gagnée qu'avec de la présence policière. Et le problème des CRS, c'est qu'une fois qu'on les utilise comme ça pour faire des traitements de choc, entre guillemets, on les retire. Et une fois qu'on les retire, la nature reprend ses droits et la délinquance revient. Donc il faut garder le territoire pendant quelques temps. Il faut des effectifs supplémentaires. Et effectivement, ça ne sera pas l'alpha et l'oméga. Mais oui, on a besoin de forces comme ça, projetables, en France, dans tous les endroits de la France, et pas que régionalisées. Je reprends vos propos, Jean-Christophe Couvi. Émeute dans les quartiers. Il peut y avoir donc à Colmar une émeute. Et si c'est le cas, et le terme quand même est lourd, lourd de sens en tout cas, c'est bien qu'une compagnie de CRS ou que la CRS 8, les 100 CRS soient sur place pour intervenir, le cas échéant. Il faudrait qu'ils interviennent de suite. C'est-à-dire que dès lors que, effectivement, dans les quartiers, que ce soit en région parisienne, tiens à Sevran par exemple, quand nos collègues normalement appellent du renfort, appellent des secours, en fait, il faudrait que la CRS 8 soit projetable tout de suite, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, et qu'elle arrive dans les quartiers. Sauf qu'il faut que ça passe par le directeur général de la police nationale. Donc il y a tout un système, en fait, si vous voulez, qui est un peu chronophage. Et donc quand on les envoie, alors oui, ça soulage nos collègues sur le terrain. Parce qu'effectivement, il y a un déploiement de force, on voit qu'ils ont des uniformes un peu différents des autres, on sait qu'effectivement, ils sont très entraînés par rapport aux émeutes urbaines, mais en fait, voilà, ils arrivent toujours un peu trop tard. Et ça, c'est dommage, ce serait peut-être le curseur à revoir, mais oui, ça marque les esprits, bien sûr, dans les banlieues. Et regardez Sevran, voilà, comment vous expliquer que tous les 2 jours ou tous les jours, il y ait des bandes qui, dès qu'ils voient une voiture de police, les caillassent, les agressent et veulent se faire du flic. Donc il va falloir aussi marquer les esprits, peut-être à un moment donné mettre une CRS dans Sevran, voilà, et les laisser encore une fois à demeure pour marquer les esprits et regagner le territoire. On conclut en quelques secondes avec vous, Jean-Christophe Couvi, sur ce sujet très intéressant, qui est un sujet sociétal, effectivement, de rétablir la confiance dans les quartiers. Mais vu la manière dont la police est accueillie actuellement dans les quartiers, on part quand même de loin pour rétablir cette confiance en installant sur le long terme des policiers dans ces quartiers. C'est sûr qu'on a cassé la machine de la police de proximité. À une époque, on avait des commissariats de quartier, je me rappelle, on avait des antennes de quartier où justement il y avait ce contact avec la population. Là maintenant, je mets au défi de mettre même 2 policiers non armés arriver avec une cravate en plein milieu d'une cité. Ouais. Je leur donne 10 minutes de survie. Voilà. Donc oui, encore une fois, ça va prendre du temps, on va être dans un temps long. Mais je pense qu'il ne faut pas désespérer. Et en revanche, il faut avoir le pragmatisme des anglo-saxons. Quand on a un problème, il faut mettre les moyens pour régler ce problème. Peu importe la philosophie, il faut qu'on trouve le moyen de le mettre et surtout de mettre ces moyens-là. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Couvi d'être intervenu en direct dans Punchline sur CNews. Réaction avec vous, Jean-Christophe Couvi, parce que quel que soit le scénario et quand on aura plus de précisions sur comment les choses se sont véritablement déroulées, cela relève de toute manière une situation pour le moins alarmante. Oui, en fait, vous savez, je relis un peu ce qui s'est passé avec, il y a 2 ans, l'assassinat de mon collègue Éric Masson à Avignon. C'est-à-dire qu'on a des jeunes, parce que c'est quand même des jeunes, profils très jeunes. Le collègue intervenait sur un point de deal à Avignon pour faire un contrôle classique, et ce gamin a sorti une arme et a tiré sur le policier en lui disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont dans leur quartier, qui sont les caïds du quartier, ils sont, ils ont pris le quartier en otage quelque part. Et donc, en gros, c'est qu'est-ce que vous faites là? Je suis chez moi, je fais ce que je veux, je suis armé, et puis je règle mes comptes. Et je passe même pas par la police ni par la justice, parce que c'est terminé. Donc, je règle mes comptes parce que je suis un clan, et en face de moi, il y a un autre clan. Et c'est ça aussi la difficulté. Alors, on voit bien que le rodéo, c'est presque un alibi, que c'est symptomatique surtout d'une société qui est ultra violente,
Et j'allais dire que c'est surtout pour braver les interdits et faire des pieds de nez à l'autorité. Mais voilà, ce qui est inquiétant, c'est ça, c'est qu'il y a des gamins qui sont armés et qui, pour eux, la vie ne coûte rien. Et ils sont capables, c'est parce qu'on leur a fait une remarque, on n'est pas d'accord avec eux. Ils parlent même pas, ils arrivent, ils se battent. Et puis surtout, c'est que la vie humaine ne compte pas. Ils sont capables de vous tuer ou de vous planter d'un coup de couteau. C'est ça qui est dramatique et c'est là-dessus qu'il faut vraiment intervenir très rapidement. C'est la banalité des quartiers désormais? Alors des quartiers, et puis j'allais dire un peu on voit en France, il n'y a pas que des quartiers non plus, je stigmatise pas que les quartiers, parce qu'il y a 90%, voire plus de gens dans les quartiers qui veulent vivre tranquillement. Hein. Et c'est toujours une minorité dans ces quartiers qui empoisonne la vie de tout le monde. Hein. Et donc ceux-là, ils sont identifiés, on les connaît, tout le monde les connaît, les services sociaux les connaissent. Je vais vous dire, il y a des familles connues entièrement et on les laisse vivre paisiblement dans ces quartiers et continuer à mettre la zizanie. Donc là aussi, il va peut-être falloir un jour penser à légiférer et se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas supporter d'avoir des familles qui profitent de logements sociaux, donc du coup avec des loyers très très modérés, et qui sont là, enfin, entre guillemets, qui vivent de crimes et de délits. Voilà. Donc il va peut-être falloir se poser la question aussi, ces familles-là, peut-être de les enlever du reste du quartier pour que le quartier vive paisiblement. Ça, c'est pas mon problème de la police, c'est le problème sociétal et des politiques qui doivent réfléchir aussi là-dessus. Après, effectivement, encore une fois, M. Fenech le sait bien, je pense qu'il n'y a pas l'autorité, c'est pas que la police, c'est aussi la justice. Quand on voit actuellement, par exemple, quand il y a des prévenus qui viennent dans les tribunaux, et enfin, quand vous êtes dans un tribunal, il y a la salle des pas perdus. Souvent, c'est quand même un endroit un peu austère où on se dit là, on va prendre cher. On est vraiment dans l'antre de la justice et la société va nous rendre justice. En fait, les prévenus, quand ils rentrent maintenant, ça leur fait même plus peur. Ils sont capables d'interrompre des juridictions, des magistrats en direct. Ils manquent de respect. Ils se battent dans les cours de justice. Et donc, en fait, on voit même que même les magistrats ne sont plus, n'ont plus la main sur la petite criminalité. Et ça, c'est important. Et ils sont même menacés. Et le jour où les magistrats auront peur, je pense que là, on aura vraiment atteint la limite de l'intolérable. Donc, police et justice, même combat, moyen, et surtout, remise à zéro. Je pense qu'il faut appuyer sur Dilette, remettre à zéro vraiment l'état de la police et de la justice et redonner des moyens aussi aux magistrats. Parce qu'actuellement, les magistrats n'ont pas le temps de juger. Tout est chronophage. Et en même temps, plus on prend du temps à juger des délits, et plus justement la violence s'installe et le sentiment d'impunité s'installe. Donc il est très très, urgent que vraiment on se penche sur les moyens qu'on va donner aux magistrats et à la magistrature. Jean-Christophe Cuvy, la question est simple et directe. La CRS 8 est-elle une unité d'élite, considérée en tant que telle? De dire, en fait, bien sûr, le ministère de l'Intérieur vend un peu ce concept en disant, voilà, on en a fait une unité dédiée aux émeutes urbaines et que dédiée aux émeutes urbaines. Actuellement, si vous voulez, les compagnies républicaines de sécurité, pour vous donner une idée, la moitié des forces engagées sur Paris, des forces de CRS, sont engagées pour surveiller Beauvau et le ministère et l'Élysée. Et des statiques. Il y a des postes statiques un peu comme ça. C'est pas le but des CRS, ça. Le but des CRS, effectivement, c'est d'être projetable en temps réel. C'est une réserve, entre guillemets. C'est une réserve, on appelle ça, de la police nationale. Il y a 8 à 9 000 CRS en France. Et c'est une force qui est justement qu'on peut projeter tout de suite, instantanément. On a des unités spécialisées dans chaque CRS. Voilà. Donc tout ça, on sait faire. Après, effectivement, il y a de la communication pour marquer des esprits. En revanche, il faut un peu faire, j'allais dire, comme en OPEX. Quand en Afghanistan ou au Mali, etc., vous envoyez une force, pas militaire, parce que là, ce sera civil, donc ça serait peut-être des CRS, et vous occupez le terrain. Et à côté de ça, on gagne les cœurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi créer du lien avec la population sur place. Il faut recréer le lien qu'on a perdu avec la police de proximité. Donc, effectivement, on quadrille le terrain, on ramène le calme et tous les jours, on a des patrouilles. Et puis après, vous allez voir, les gens ils vont aussi commencer à discuter avec les forces en présence. Parce qu'ils vont se rendre compte que les CRS ou les policiers du quotidien, ce sont des hommes et des femmes comme eux, des pères de famille, des mères de famille, et qu'on va discuter de ce qu'on a vu à la télé, de ci, de ça, et créer du lien. Et après, une fois qu'on a rétabli ce calme, il faut aussi peut-être que le régalien social de l'État réinvestir, du social, mais pas forcément que les collectivités locales ou des pseudo-associations à qui on donne beaucoup d'argent, comme les grands frères par exemple. C'est très bien d'embaucher des grands frères. On a vu le résultat, on n'a pas l'impression que ça marche beaucoup. Donc je préférais, moi, vous voyez, qu'il y ait des assistantes sociales de l'État qui viennent, qu'on remette du régalien et la présence de l'État et des services publics dans certains quartiers et renouer comme ça avec la République. Et en même temps, on muselle aussi la délinquance.